Alors, quatrième dossier. Vous êtes de garde aux urgences en plein été, vous accueillez un patient âgé de 79 ans pour une perte de connaissance brutale. Il taillait la haie dans son jardin sans faire d'efforts particulièrement intenses, et alors que son épouse lui apportait une collation, il a brutalement perdu connaissance et chuté sur le sol. La perte de connaissance a duré quelques secondes. Il s'est immédiatement relevé pour continuer ses activités. Il ne voulait pas consulter, mais son épouse, inquiète parce qu'elle vous affirme qu'il s'agit du 3e épisode en quelques semaines, l'a conduit de force aux urgences. Parmi ses antécédents, il est hypertendu, traité par amlodipine et hydrochlorothiazide. Il est dyslipidémique sous régime seul. Il présente une cataracte gauche qui a été opérée il y a une dizaine d'années, une prothèse du genou gauche suite à une arthrose invalidante il y a 5 ans. Votre externe l'a examiné, selon lui, on n'a pas d'anomalie à l'examen physique. Donc, première question, quel est votre examen clinique? Alors, examen clinique, pour être systématique, il y a 2 parties. D'abord l'interrogatoire et puis l'examen physique. Alors, dans l'interrogatoire, il faut reprendre les antécédents personnels du patient. Est-ce qu'il a une cardiopathie? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il est épileptique? Qui sont les 3 points qui nous intéressent dans le cadre d'une perte de connaissance. Et les antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a des morts subites dans sa famille? Il faut reprendre les traitements du patient. Ensuite, il faut retrouver l'anamnèse précise du malaise, c'est-à-dire quelles étaient les circonstances du malaise. Est-ce qu'il y avait un facteur déclenchant type effort, lever, une position déclenchante, une émotion? Est-ce qu'il y avait des signes fonctionnels associés, une dyspnée, une douleur thoracique, des palpitations, des paresthésies? Est-ce qu'il y avait des prodromes? Ensuite, concernant la perte de connaissance, il faut interroger d'éventuels témoins. Quelle a été la durée de la perte de connaissance? Est-ce qu'il y a eu des mouvements anormaux? Est-ce qu'il y a eu une perte d'urine? Est-ce qu'il y a eu une morsure latérale de la langue? Et puis, il faut interroger le patient et les témoins concernant la reprise de conscience. Y a-t-il eu une confusion post-critique? Y a-t-il eu une asthénie post-critique? En termes d'examen physique, il faut rechercher des arguments pour une étiologie du malaise. Est-ce qu'on a des arguments pour une cause cardiaque? Donc, est-ce que cliniquement le patient présente des signes d'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'on retrouve des souffles de rétrécissement aortique à l'auscultation? Est-ce que l'électrocardiogramme est anormal? Ensuite, il faut rechercher des arguments pour une cause vasculaire, faire un test d'hypotension orthostatique. Donc, on prend la pression artérielle du patient couché, puis debout au bout d'1, 3 et 5 minutes. Il faut rechercher des arguments physiques pour l'épilepsie. Est-ce qu'on a un déficit neurologique? Est-ce qu'on a des stigmates d'épilepsie, donc des pétéchies, une morsure latérale de la langue, une luxation postérieure d'une épaule? Et puis il faut rechercher des arguments pour une hypoglycémie, notamment avec des dextros. Enfin, dans l'examen physique, il faut rechercher la conséquence du malaise, faire un examen traumatologique, rechercher les conséquences de la chute. Est-ce qu'il y a des plaies du cuir chevelu, du rachis, des hanches, des poignets, des côtes, etc. Deuxième question, quelles sont les étiologies des syncopes? Donc de la même façon, il y a de nombreuses étiologies dans les pertes de connaissance. Quand on dit syncope, ça oriente déjà vers une cause cardiaque. Bref, quelles sont les étiologies des pertes de connaissance? On a d'une part les causes cardiaques, ce qui est le plus probable dans le cas du patient, parce qu'il fait une syncope à l'emporte-pièce, sans prodrome, très brève, en reprenant immédiatement conscience après la perte de connaissance, sans confusion post-critique. Et donc les syncopes de cause cardiaque sont de 3 types. On a les syncopes spontanées, qui peuvent être dues à des troubles du rythme ou à des troubles de la conduction. Un trouble du rythme rapide de type tachycardie ventriculaire, torsade de pointe, fibrillation ventriculaire, ou trouble supraventriculaire à conduction rapide, ou des troubles de la conduction paroxystique, type bloc atrioventriculaire complet. Il faut savoir que ces troubles du rythme et de la conduction doivent faire rechercher des facteurs favorisants, notamment un syndrome coronarien aigu ou des troubles métaboliques type dyskaliémie ou dyscalcémie. Ensuite, il faut rechercher, on a la catégorie des syncopes d'effort qui font plutôt rechercher un rétrécissement aortique serré, une embolie pulmonaire, une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, voire une hypertension artérielle pulmonaire, une tétralogie de Fallot ou un angor syncopal. Il faut rechercher des syncopes posturales, c'est-à-dire dans certaines positions, le patient syncope, ça fait évoquer des myxomes ou des thrombus intracardiaques.
À côté des causes cardiaques, on a des causes de syncope vasculaires qui sont de gravité bien moindre. Ce sont les syncopes vagales ou vasovagales, les hypotensions orthostatiques qui peuvent être favorisées par un contexte iatrogène avec les traitements antihypertenseurs ou favorisées dans le cadre d'un patient diabétique par la dysautonomie du diabétique qui permet une moins bonne adaptation, une moins bonne vasoconstriction vasculaire lors du lever, d'où une hypotension orthostatique majorée. Ça peut être l'hypersensibilité sino-carotidienne, de l'ictus laryngé ou des causes mécaniques type syncope de la grossesse ou vol sous clavier. Enfin, les autres causes de perte de connaissance à rechercher, ce sont les causes métaboliques avec l'hypoglycémie, les causes neurologiques, essentiellement avec l'épilepsie, et puis, de façon systématique, pensez à évoquer les intoxications, notamment l'intoxication au CO, ce qui n'est pas du tout possible dans ce cas clinique, vu que c'est un patient qui est en train de jardiner dehors en été, mais une intoxication au CO, c'est un contexte d'hiver, de combustion à l'intérieur chez un patient confiné. Pensez aussi aux intoxications aux psychotropes ou à l'alcool. Question 3, interpréter l'électrocardiogramme. Donc, on voit cet électrocardiogramme sur un ECG 12 dérivations. On voit un rythme qui est régulier, qui est sinusal, avec une fréquence de 75 par minute. On a une déviation axiale gauche, vu que les QRS sont négatifs en D2, D3, VF, positifs en D1 et VL. Les ondes P sont normales, l'espace PR est allongé à plus de 200 millisecondes. Le QRS est élargi à plus de 120 millisecondes avec un aspect de bloc de branche droit complet. Le segment ST n'est pas décalé, les ondes T sont normales, il n'y a pas de trouble de la repolarisation, le QT est normal. Donc en conclusion, on a à la fois un bloc atrioventriculaire de premier degré avec un espace PR allongé, un bloc de branche droit complet, vu l'aspect des QRS, et un hémibloc antérieur gauche, vu l'axe gauche, ce qui réalise un très probable bloc trifasciculaire. Et du coup, c'est un électrocardiogramme qui rentre parfaitement bien avec la sémiologie du patient, vu que la symptomatologie de syncope à l'emporte-pièce, c'est ce qu'on appelle une syncope d'Adams-Stokes. C'est très évocateur de passage en bloc atrioventriculaire complet paroxystique. Et ce qu'on sait, c'est que des blocs trifasciculaires comme celui qui est présenté par ce patient sont à risque de passage en bloc atrioventriculaire complet paroxystique responsable des syncopes du patient. Ce qui permet d'affirmer le diagnostic avec certitude, ce sera d'explorer le faisceau de His. Quatrième question. Quels autres examens complémentaires prescrivez-vous en urgence? Alors, on prescrira des examens complémentaires sur le plan biologique. On prévoira un ionogramme avec une numération formule sanguine, une CRP, une calcémie, une TSH, surtout pour rechercher des troubles métaboliques favorisant les troubles de la conduction. On fera éventuellement une gazométrie artérielle en cas de détresse respiratoire. On fera une glycémie capillaire et veineuse qui permettra de détecter une hypoglycémie ou un diabète à risque d'hypoglycémie. On fera une troponine avec un cycle de troponine pour rechercher une éventuelle cause ischémique, ce qui est assez peu probable au vu de l'anamnèse de ce patient. Ensuite, on fera des explorations électriques. Tout d'abord, un électrocardiogramme avec un D2 long, un électrocardiogramme 12 dérivations, au cours duquel on pourra réaliser des tests physiques, notamment en massage carotidien, qui peut permettre de démasquer une hypertonie vagale, c'est-à-dire le massage carotidien peut déclencher une bradycardie, ce qui est un argument supplémentaire pour un malaise du type réflexe vagal ou une hypersensibilité sino-carotidienne. N'oubliez pas que le massage carotidien est contre-indiqué en cas d'athérome carotidien parce que masser peut détacher une plaque d'athérome et provoquer un accident vasculaire cérébral chez le patient. Ensuite, on réalisera un Holter ECG pour suivre le rythme cardiaque sur 24 heures, ce qui permettra de rechercher des troubles du rythme ou de la conduction paroxystique. Et puis on pourra faire des explorations électrophysiologiques par voie endocavitaire pour affirmer avec certitude le diagnostic de bloc trifasciculaire. Sur le plan de l'imagerie, on peut prévoir une radiographie du thorax à la recherche de signes de cardiomégalie, d'atteinte pneumologique ou de surcharge vasculaire. On proposera un scanner cérébral si on a des signes de localisation à l'examen neurologique. Et puis, on prévoira une échographie cardiaque
pour faire un bilan morphologique et fonctionnel du cœur à la recherche d'une étiologie expliquant la cardiopathie et les troubles conductifs présentés par le patient. Faut-il réaliser d'emblée une coronographie à la recherche d'une cause ischémique? Alors, effectivement, on sait que les causes ischémiques peuvent provoquer des blocs trifasciculaires, notamment un infarctus antérieur, ça peut faire du BAV3, des blocs trifasciculaires. Cela dit, chez ce patient, l'anamnèse et la clinique ne sont pas du tout évocateurs de cette pathologie. Dans un infarctus, le bloc atrioventriculaire ne survient qu'en phase aiguë et dans le cadre d'infarctus très importants. Donc, ils sont des infarctus qui passent pas inaperçus. Ce patient n'a pas de douleur thoracique, n'a pas de symptômes d'insuffisance cardiaque. Et puis, on n'est pas dans une histoire aiguë, on est dans quelque chose de chronique, vu que son épouse dit qu'il a fait plusieurs syncopes sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Du coup, quelque chose de coronarien semble quand même très peu probable dans ce contexte. Et la coronarographie n'est pas un examen anodin. On peut aggraver le patient, on peut faire des hématomes, des lésions vasculaires, des allergies à l'iode, aggraver sa fonction rénale, bref, pas mal de complications potentielles, sans compter le fait que faire une coronarographie va retarder d'autant la prise en charge thérapeutique de ce patient. Donc, je pense que dans cette situation, le rapport bénéfice-risque de la coronarographie est défavorable. Personnellement, je ne la ferai pas. 5e question. Quelle prise en charge thérapeutique prévoyez-vous? Alors, c'est un patient qu'il faut hospitaliser en soins intensifs de cardiologie pour qu'il puisse être monitoré, scopé, pour qu'on ait une surveillance permanente de sa tension artérielle, de son ECG, de sa fréquence cardiaque. Parce que c'est un patient qui pourrait à nouveau syncoper. Il faut lui poser 2 voies d'abord veineuses, ce qui est important pour qu'on ait plusieurs voies qui fonctionnent bien pour, au besoin, pouvoir passer des molécules permettant d'accélérer le cœur, de l'atropine, de l'isoprénaline, en cas de nouvelle syncope ou bradycardie mal tolérée. Il faut penser à corriger ses troubles ioniques, sa kaliémie. Bref, le plus important chez ce patient, ce sera de le surveiller. Et s'il récidive des troubles de la conduction, s'il fait un bloc atrioventriculaire complet mal toléré, avec signe de choc, syncope, on proposera un traitement avec de l'atropine. En cas d'échec, de l'isoprénaline. En cas d'échec, on montera une sonde d'entraînement électrosystolique. En termes de bilan, on pourra proposer des explorations du faisceau de His et si le diagnostic est confirmé, on implantera un stimulateur cardiaque, un pacemaker, en urgence ou en tout cas le plus rapidement possible. Est-ce qu'un BAV3 doit toujours être appareillé? Alors, oui, même s'il est paroxystique, un BAV3 doit toujours être appareillé s'il est symptomatique. C'est vraiment le caractère symptomatique qui est important pour appareiller un BAV3. C'est-à-dire s'il provoque syncope, insuffisance cardiaque, etc., on sait que ça peut récidiver, faire des syncopes, des chutes avec risque de traumatisme, de l'insuffisance cardiaque, des morts subites. Donc oui, on appareillera tout bloc atrioventriculaire du type 3, même paroxystique, à condition qu'il soit symptomatique, et ce, bien sûr, en dehors de tout facteur déclenchant aigu réversible. Parce que certains facteurs déclenchants aigus, notamment quelque chose de iatrogène avec des médicaments comme les bêta-bloquants, quelque chose de métabolique avec des troubles métaboliques, notamment les dyskaliémies, un contexte post-opératoire, un contexte infectieux avec une myocardite, des maladies de Lyme, un contexte de syndrome coronarien, un contexte d'accident neurologique aigu. Toutes ces choses sont des facteurs déclenchants de troubles à la conduction, mais qui sont réversibles, aigus. Et du coup, si le patient fait du BAV pendant qu'il présente ces facteurs déclenchants, qu'il s'améliore lorsque le facteur déclenchant est corrigé, il n'y aura pas lieu de l'appareiller par pacemaker au long cours. Cela dit, un BAV3 symptomatique sans facteur déclenchant aigu réversible devra être appareillé. Par contre, il existe certains blocs du 2e ou 3e degré qui sont totalement asymptomatiques, notamment chez l'adulte jeune sportif, avec une bonne adaptation de la fréquence cardiaque à l'effort, et eux, il ne faut pas les appareiller. Vraiment, basez-vous sur le caractère symptomatique du trouble. Alors, 6e question, le patient bénéficie de la pose d'un pacemaker. Vous réalisez une radiographie post-opératoire. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur cette radiographie et interpréter cette radio? Donc, première chose, les éléments clés qu'il faut rechercher sur une radiographie post-opératoire de pacemaker, c'est d'une part, est-ce que le pacemaker est en place, quelle est sa position? D'autre part, est-ce que les sondes sont bien placées? Donc, un pacemaker, on peut mettre une ou deux sondes
dans le cadre d'un pacemaker pour une indication rythmologique, et 3 sondes dans le cadre d'un pacemaker pour resynchronisation dans l'insuffisance cardiaque. Dans les pacemakers à visée rythmologique, pour traiter les troubles de la conduction, on aura 2 sondes, une ou 2 sondes. Les sondes peuvent être atriale droite et ventriculaire droite. Donc, à la radiographie, il faut que vous regardiez le trajet des sondes pour voir si elles se terminent bien dans l'atrium droit et dans le ventricule droit, ce qui est le cas sur la radiographie du patient. Ensuite, à la suite d'un geste avec notamment des ponctions dans la veine sous-claviculaire, il faut rechercher si on n'a pas de complications péropératoires, notamment des pneumothorax ou des épanchements péricardiques. Ici, chez ce patient, sur cette radiographie, on voit que c'est une radio debout, de face, en inspiration. Au niveau sémiologique, on voit qu'on a une cardiomégalie, ce qui correspond probablement à une insuffisance cardiaque présentée par le patient. À côté de ça, il n'y a pas de syndrome pariétal, pas de syndrome médiastinal ni hilaire, pas de syndrome pleural, pas de syndrome alvéolaire ou interstitiel. Pour ce qui concerne le pacemaker, il est placé en loge pectorale droite. On a 2 sondes, atriale droite et ventriculaire droite, qui sont en place. Et donc, en conclusion, le pacemaker et les sondes sont en place. Il n'y a pas de complications du geste opératoire. Alors, question numéro 7. Quelques jours plus tard, vous voyez en consultation un patient de 70 ans qui a bénéficié de la pose d'un pacemaker il y a quelques mois pour un problème identique à celui de votre patient précédent. Et ce nouveau patient vous consulte en urgence devant cet aspect qui ne s'améliore pas depuis plusieurs semaines. Donc, quelle est cette complication ? Alors, ce qu'on voit, c'est une extériorisation du pacemaker. Une extériorisation du pacemaker, c'est toujours lié à une infection de la loge du pacemaker. Question numéro 8. Quelles sont les complications des pacemakers ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pacemakers se compliquent dans environ 10% des cas. Les complications sont le plus souvent bénignes, mais peuvent être graves. Du coup, un pacemaker, c'est un geste qui n'est quand même pas anodin, vu le risque de complications et vu les contraintes dans la vie quotidienne pour ce qui est de la pratique sportive, éviter des chocs, etc. Alors, les complications du pacemaker, on a des complications précoces. Celles liées au geste chirurgical, donc un pneumothorax, un hématome de loge, une embolie gazeuse, une perforation myocardique avec des risques de tamponnade lorsqu'on met les sondes. Les complications électriques, c'est-à-dire des troubles du rythme, des déplacements de sonde, une élévation du seuil de stimulation, et les complications infectieuses. Ensuite, on a des complications tardives. D'une part, des complications septiques, une infection de loge, une endocardite sur sonde de pacemaker, une menace d'extériorisation ou une extériorisation. On peut avoir des lésions veineuses qui sont liées à la pose des sondes, donc des thromboses veineuses, des sténoses veineuses. Puis on peut avoir des complications tardives liées au pacemaker, notamment le syndrome du pacemaker. Le syndrome du pacemaker, c'est une insuffisance cardiaque et un remodelage ventriculaire qui est secondaire à un asynchronisme atrioventriculaire qui survient surtout quand on a une stimulation en mode VVI, c'est-à-dire qu'on stimule uniquement le ventricule sans stimulation atriale. Et du coup, cette stimulation qui n'est pas physiologique provoque un remodelage cardiaque qui favorise de l'insuffisance cardiaque. On peut avoir des stimulations pectorales, des surdétections ou des fausses stimulations, des tachycardies par réentrée électrique. Ensuite, c'est pas vraiment dans le volet complications, mais il faut y penser aux interférences électromagnétiques, c'est-à-dire un patient qui a un pacemaker est notamment contre-indiqué pour les IRM et du coup ne peut pas bénéficier de ce type d'imagerie. 9e question, quelles seront les grandes lignes de la prise en charge de cette complication ? Alors, une extériorisation du pacemaker, c'est une urgence chirurgicale. Il faut mettre le patient en milieu chirurgical et retirer le pacemaker et bien sûr envoyer la pièce en bactériologie pour rechercher un éventuel germe. Il faut introduire une antibiothérapie adaptée par voie intraveineuse, surveiller la cicatrisation du patient, au besoin chez un patient qui sera scopé selon son risque rythmique. Et une fois que le patient aura cicatrisé, que son syndrome inflammatoire aura décru, que qu'il n'aura plus d'infection active, on pourra rediscuter l'intérêt d'un pacemaker ou d'un défibrillateur automatique implantable et, si nécessaire, le réimplanter dans la loge pectorale contralatérale. Doit-on réaliser une ETO à la recherche d'une endocardite infectieuse ?
Alors oui, puisque ce patient a une extériorisation de pacemaker, donc il est à considérer comme une infection de pacemaker. Et présence de matériel de pacemaker infecté avec une probable septicémie, il faut savoir que le pacemaker est relié à des sondes qui vont jusque dans le cœur droit, ce qui est à très fort risque d'endocardite infectieuse au niveau des valves cardiaques droites ou au niveau des sondes de pacemaker. Donc il faut absolument rechercher attentivement ces endocardites, d'où l'intérêt de réaliser une ETT et une ETO de façon systématique. Voilà pour ce 4e cas clinique.